quoi ça sert l'IA? Alors, le champ d'application du machine learning et de l'IA en général, il est extrêmement vaste. Le premier champ d'application du machine learning, c'est de faire de la prédiction. C'est-à-dire qu'on regarde le passé, et sur la base de ce passé, on est capable de prédire ce qui va se passer dans le futur. La différence entre... On va voir que les concepts mathématiques qui sont sous-jacents au machine learning sont assez proches des concepts statistiques. Et on utilise beaucoup d'outils statistiques. La différence entre les statistiques et le machine learning, c'est que les statistiques vont regarder le passé, le machine learning va regarder l'avenir. Et donc va regarder la prédiction. Ce qu'on peut prédire, c'est prédire un cycle de vente. Par exemple, je regarde mes chiffres de vente sur les 3 dernières années, je vais être capable de prédire, à peu de choses près, le cycle de vente du trimestre suivant. Attention, la prédiction se fait dans le cadre des données qu'on a apprises. Par exemple, à ma connaissance, aucun algorithme de machine learning n'a prévu la crise du Covid. Et donc c'est quelque chose qu'il faut faire rentrer ensuite en paramètres pour ajuster ces prédictions. La prédiction, ça va prédire une demande, de prédire une consommation, typiquement une consommation d'énergie. Comment est-ce qu'on ajuste la production électrique française, par exemple, notamment en utilisant des outils de machine learning qui permettent de prédire, la consommation d'énergie dans les mois. Ça permet de prédire la consommation d'énergie dans les mois ou les années à venir. On peut également prédire un horaire d'arrivée. On a tous dans notre poche un téléphone qui est capable de nous prédire un itinéraire et donc d'interpréter un horaire d'arrivée. Alors prédire un horaire d'arrivée, c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pas juste regarder des horaires de train ou un itinéraire en voiture, c'est être capable de prédire et d'anticiper les embouteillages qui peuvent se produire sur la route. C'est un cas de prédiction qui peut être quand même relativement complexe. On va voir comment c'est utilisé par des entreprises, notamment comme Google. L'intelligence artificielle, c'est également utilisé dans le traitement du langage naturel. Alors, on l'a vu, le traitement du langage naturel, ça se décompose en général en 2 parties. La première, c'est être capable de transcrire un discours oral en texte. La deuxième, c'est d'être capable de comprendre l'intention derrière ce discours ou derrière ce texte et de réagir en conséquence et d'accorder une réponse en conséquence de l'intention qui a été détectée. 3 cas d'usage majeurs. Le premier, c'est les chatbots. Alors, le terme de chatbot a été extrêmement à la mode il y a quelques années. On entend moins parler des chatbots, maintenant on entend plus parler d'assistants. Mais le principe est quand même le même. C'est un chatbot, on tape du texte et en retour, on échange avec un logiciel qui va interpréter le texte et donner une réponse par rapport à ce qu'il suppose de l'intention du texte. Petite anecdote, il y a beaucoup d'années, plus de 25 ans, 25 ou 30 ans, il y a une entreprise qui fabriquait des cartes son. Donc c'est des cartes qu'on mettait dans l'ordinateur. À l'époque, les ordinateurs n'avaient pas forcément de haut-parleur intégré. On mettait une carte dans l'ordinateur, il y avait un micro et on pouvait brancher un haut-parleur. Un de ces fabricants de cartes d'ordinateur s'appelait Sound Blaster et il livrait un petit logiciel qui était un moteur d'analyse assez rudimentaire, mais qui posait déjà les bases en fait de ce qu'on a appelé aujourd'hui les chatbots. Donc ça s'appelait Dr Sbaisto de mémoire, et c'était un petit logiciel placé sur la carte qui permettait de taper du texte de façon complètement libre, et le logiciel interprétait plus ou moins le texte et essayait de rebondir et de poser des questions. Et il se présentait comme un docteur, comme une sorte de psychologue auquel on pouvait parler de façon un petit peu libre. Il y a eu quelques expérimentations assez intéressantes en fait dans les années 80-90 sur ces technologies-là, mais le deep learning est arrivé et a changé complètement la donne parce qu'on a été capable d'interpréter avec beaucoup plus de précision les intentions de l'auteur, ce qui n'était pas possible avant. Les agents conversationnels, on en a souvent un dans la poche, Siri, Cortana, Alexa, OK Google. Ce sont des agents qui vont être capables d'une part de faire de la transcription de discours oral et d'interpréter l'intention, puis ensuite de restituer le texte sous forme de parole. Et enfin, le speech-to-text, qui est la chaîne précédente, en fait, c'est la capacité à écouter un texte et à le transformer en sous-titres. Alors, ça paraît, on a l'impression que les technologies se ressemblent. En fait, quand on se spécialise sur un domaine donné, par exemple le speech-to-text, sous-titrer un film, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué. Sous-titrer un film de façon automatique, ça nécessite de savoir qui parle, même si la personne n'est pas dans le champ.
de distinguer les différentes voix pour distinguer les locuteurs dans un dialogue, et puis de replacer le dialogue dans le contexte du film, typiquement avec les noms des personnages, avec certains mots-clés qui sont utilisés dans le film. Un film de science-fiction ne va pas avoir le même champ lexical qu'une comédie. Donc ça nécessite de replacer tout ça un petit peu dans le contexte. Donc c'est un exercice qui n'est pas forcément facile. Le machine learning, à quoi ça sert? Ça a des champs d'application très vastes en médecine, et ça bouge beaucoup en médecine en ce moment sur l'intelligence artificielle. D'une part, ça permet de faire de la détection de pathologies. On va prendre, alors, cas extrême, on va prendre un ensemble de symptômes, on va rentrer dans un logiciel les symptômes que rencontre le patient, et la machine va être capable de prédire un diagnostic et d'anticiper en fait l'acte médical d'aide au diagnostic pour le médecin. Ça marche assez bien pour les pathologies rares parce que ce ne sont pas des pathologies sur lesquelles les médecins sont par définition exercés, puisque ce sont des pathologies qu'ils voient extrêmement rarement. A l'inverse, un logiciel va être capable de contenir les paramètres pour un vaste ensemble de pathologies, y compris donc des pathologies rares, et d'être capable d'être assez pertinent dans son analyse par rapport à, si on compare à un médecin de ville par exemple. Donc ça a de meilleurs résultats sur certains sujets que le corps médical lui-même. Mais attention, ça a aussi d'extrêmes limites. C'est-à-dire que l'algorithme, souvent on va être capable de dire qu'un algorithme a tel ou tel niveau de précision. En réalité, il faut le replacer encore une fois dans le contexte d'une analyse beaucoup plus globale. J'ai mis vous voyez à l'écran des coupes de cellules. Une chose sur laquelle le machine learning et l'intelligence artificielle ont été beaucoup sollicités, c'est la détection de cancer. On verra un petit peu plus loin que c'est un sujet qui est complexe. En fait, on sait assez bien reconnaître des cellules tumorales sur des coupes de cellules. Néanmoins, c'est un sujet complexe parce qu'il faut savoir comment la coupe de l'image en fait, cellulaire a été transmise au logiciel qui fait l'analyse. Et donc, on verra que le taux de pertinence en fait, d'un algorithme pris en dehors de son contexte médical est assez peu révélateur en fait, de la réelle pertinence de l'algorithme au sens large. En industrie, le machine learning est utilisé notamment pour la détection de défauts, notamment sur des chaînes de production, détecter des rayures, détecter des malformations, détecter des bosses. C'est utilisé aussi pour prédire le moment où une machine va tomber en panne. Alors, en France, il y a des petites sociétés qui conçoivent comme ça des capteurs qui posent sur les ascenseurs. Donc c'est peu invasif, pardon. C'est un capteur qui est posé sur la cabine, au-dessus de la cabine de l'ascenseur, qui est relié à une clé 4G qui transmet les données. Et en fait, ce capteur permet, en analysant les mouvements de l'ascenseur, de prédire le moment où l'ascenseur va tomber en panne avant qu'il ne tombe en panne. Donc là, on rentre dans un domaine du machine learning qui est déjà bien avancé, qui consiste à prédire un événement sur la base de modélisation physique ou de captation de données. Donc voilà, dans l'industrie notamment, ce qu'on peut utiliser et ce qu'on peut faire avec le machine learning. Dans le domaine des médias, le cas d'usage du machine learning, c'est de la classification automatique à très grande échelle. Donc on va être capable de classer un ensemble d'images dans une catégorie particulière. Je disais tout à l'heure l'exemple sur le ciel bleu versus le ciel nuageux. L'analyse d'images va consister à catégoriser automatiquement de grands volumes d'images pour les mettre dans les bonnes cases. Un exemple, ça pourrait être un assureur qui demande lors d'un sinistre à son client une photo de la scène sur laquelle a lieu le sinistre, et qu'un algorithme de machine learning soit capable de détecter la partie inondée, ou détecter si réellement il y a eu un événement qui impose une action particulière. Deuxième sujet, la recommandation automatique. J'ai pris un exemple ici d'affiches de films. Et en fait, le machine learning en général, et notamment la vision par ordinateur, mais pas seulement, permettent de faire de la recommandation sur la base, pour
pourquoi pas de l'affiche. C'est-à-dire on prend une affiche et un algorithme va proposer 5 affiches qui ressemblent un petit peu dans l'esprit. Alors ici, on a le cas avec des affiches où on a des personnages, des tons qui sont généralement bleus, des contours qui évoquent une certaine force, parfois une arme. Et donc, il va proposer des affiches qui répondent un petit peu à ces codes marketing. En fait, c'est le marketing à l'envers, quelque part. La recommandation automatique, ça peut être aussi par rapport au texte. On va analyser le synopsis d'un film, on va proposer des films qui reprennent un petit peu le même fonctionnement ou la même trame. Là encore, ça nécessite de faire de l'analyse de texte un petit peu poussée. Un sujet que j'aime particulièrement parce qu'on pourra en parler pendant des heures, c'est la voiture autonome. La voiture autonome, alors j'adore la définir comme ça. La voiture autonome, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui prend en entrée des photos, des images, des films, des mesures de capteurs, de la vitesse, de l'altitude, de la température du moteur, qui prend en paramètre vraiment une foule d'informations, notamment un lidar, donc un radar tridimensionnel, qui prend une foule d'informations et qui, en retour, envoie deux valeurs. 0 ou 1, suivant qu'il faille tourner à gauche ou à droite, et 0 ou 1, suivant qu'il faille accélérer ou freiner. C'est tout. Et j'aime bien reposer les choses comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure, le machine learning, c'est y égale f de x. Ça consiste à utiliser un logiciel qui va déterminer la meilleure façon de concevoir la fonction f. Dans une voiture autonome, la fonction f, c'est une fonction qui prend plein d'images, plein de données de capteurs et qui renvoie juste ces deux paramètres, gauche-droite, avancer, freiner. C'est tout. Ça paraît simple dit comme ça, en fait ça marche pas encore très très bien. La voiture autonome, elle pose aujourd'hui énormément de problèmes, notamment dans tous les cas limites. Il y a une chose que ne sait pas faire une voiture autonome aujourd'hui, c'est détecter qu'il y a un policier sur le bord de la route qui lui demande de ralentir. Ce qui est un peu gênant dans le cadre d'une conduite en circuit ouvert. Donc on sait très bien faire tourner des voitures autonomes en circuit fermé, ça ne pose aucun problème. Voire en circuit complètement contraint. Alors on sait faire tourner les voitures, mais on sait aussi faire voler des avions. C'est-à-dire qu'on sait faire décoller un avion, le faire voler en rythme de croisière, le faire atterrir de façon complètement autonome. Ça fait partie des choses qu'on sait faire. On ne sait pas le faire pour la voiture, pourquoi? Parce que l'environnement du voiture, il est totalement vaste, il est assez difficile à anticiper, à prédire. Vous pouvez avoir un piéton qui soudainement apparaît entre deux voitures sur un trottoir. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que la conduite complètement autonome, quand on imagine circuler dans une grande ville européenne avec ses sens interdits, ses rues étroites et ses embouteillages matinaux, la voiture autonome, c'est pas un secteur sur lequel elle va être extrêmement performante. En revanche, sur des circuits fermés ou des circuits typiquement des navettes, on commence à voir apparaître des véhicules autonomes. Mais il y a quand même encore beaucoup de questions qui se posent et aujourd'hui on n'est pas encore au stade où on peut s'asseoir dans un véhicule et attendre que le véhicule nous mène du point A au point B. Pour résumer, il y a plusieurs façons de déterminer ce que c'est que le machine learning ou le deep learning. Mais pour résumer, moi j'aime bien dire que c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. L'aiguille étant la bonne réponse et la botte de foin étant la masse de données que vous allez soumettre à l'algorithme pour l'entraîner à trouver la bonne réponse. On va apprendre ensemble, dans les minutes qui suivent, à détecter une aiguille dans une botte de foin avec des outils mathématiques et informatiques.